La Guyane, c'est un département d'outre-mer aussi vaste que le Portugal. Nichée entre la forêt amazonienne et l'océan Atlantique, elle est couverte à 96% de forêt. Un territoire resté majoritairement vierge. Un magnifique terrain de jeu pour les passionnés de la nature et des traditions. Et quand même, il faut un peu la force. Hein. En Guyane, les connaissances de la nature sont ancestrales. Imaginez, on vous met tout nu dans la forêt, vous allez vivre combien de temps? Je suis sûre que Mimicikou, vous le mettez dans la forêt, il va se débrouiller. Une terre qui regorge de ressources. C'est vraiment un gros piranha. Il mord, il coupe le doigt direct, net, sans bavure. Tous les jours, on voit des choses nouvelles. Il y a des poissons que j'ai encore jamais pêchés, au bout de 30 ans. Il est là. Le rouge géant. La nature guyanaise est au cœur de nombreuses études scientifiques. Tout reste à découvrir en fait. Il y a très peu de travaux réalisés sur le milieu marin ici en Guyane. Un département qui abrite une faune extraordinaire. Tiens là. Apparemment des hurleurs. Ouais. La Guyane, un territoire où tout est encore possible. À l'est de Cayenne, Amandine Bordin se rend vers la deuxième plus grande aire marine protégée d'outre-mer, la réserve naturelle de l'île du Grand Connétable. Au milieu, un rocher domine la réserve. L'île du Grand Connétable accueille la seule colonie d'oiseaux sur près de 3000 km de littoral sud-américain. Des dizaines de milliers d'oiseaux marins viennent nicher ici chaque année. Côté mer, l'aire protégée est un sanctuaire pour de nombreuses espèces marines. On a 37 mérous. Combien on a fait la dernière fois? 19. Ah, avec toi? 18. 18. 19 avec Patrice. Mérou? Amandine Bordin est chargée d'étudier le milieu marin de la réserve. Aujourd'hui, elle vient au plus près de l'île pour capturer le poisson emblématique de la Guyane, le mérou géant. C'est une espèce patrimoniale qui est malheureusement en voie d'extinction, qui apprécie énormément les habitats rocheux. Donc nous, là, autour du Connétable, on est les derniers habitats rocheux du plateau des Guyanes. Donc on se doit de le protéger parce que ces animaux viennent réaliser des activités vitales pour leur cycle de vie. Si les habitudes de l'espèce restent encore méconnues, c'est surtout dû à l'eau trouble. Sur le littoral guyanais, l'océan est chargé en vase. La visibilité sous l'eau est réduite à moins d'1 mètre. Tu me dis quand c'est bon? Ouais, c'est bon. Alors, pour observer ce poisson géant qui mesure jusqu'à 2 mètres et peut peser 300 kilos, l'équipe n'a qu'une solution, la pêche au gros. Je suis en train de préparer des appâts. L'idée, c'est que les mérous qu'on cible vont gober en entier cet appât-là. Et on a des gros hameçons, des très gros bas de ligne. Prendre du gros. Tony et Mathieu ont l'habitude de pêcher de beaux spécimens. Mais remonter ce poisson jusqu'à la surface reste quand même un exercice physique. Balèze, hein. Donc là, je pense qu'on a attrapé un gros mérou. Tiens, ça y est, il repart. Tony, tu viens à la rescousse? Tu veux que je mouline un moment? Vous avez le même pendant ce qui est vite, on voit pourquoi ouais, c'est là, il y a un grand mérou qui arrive. Mérou géant de la réserve du Connétable. 1m50. Il est là.
Une fois le poisson hissé hors de l'eau, Amandine commence son travail. Ok, premier mérou à bord là. Ok, J'ai peur qu'après il passe. vas-y, enlève l'hameçon. Là, quand le poisson est remonté, en fait, on essaie de lui couvrir les yeux pour limiter le soleil et on l'oxygène toujours avec une pompe. C'est une sacrée bête et qui prend plus de 10 cm environ par an, qui peut mesurer plus de 2 mètres et 300 kg. Il fait quelle taille celui-là? Alors on va le mesurer. Alors celui-là, on est à 150 cm. Par contre, on ne pourrait pas estimer le nombre. On ne sait pas l'abondance de l'espèce en Guyane. Donc c'est pour ça qu'on continue à mener des études pour réussir à estimer une taille de population. Alors, pour suivre l'évolution de l'espèce, Amandine a une technique. Non, 2 secondes. Chaque poisson est identifié avec un marqueur numéroté. Alors là, on va positionner un tag. Donc c'est une marque jaune avec un identifiant. On fait une petite incision sous une écaille. Et ensuite, on insère le tag qui sera retenu par une petite flèche avec des dards anti-retour. Donc le poisson ne sent rien. Ouais, on est en train de ripper là. Tag numéro 729. 729. Là, on est pile poil en face de la dalle là. Comme ça, s'il est recapturé par un pêcheur professionnel ou un pêcheur plaisancier, il a la possibilité de nous appeler, de nous donner l'identifiant de l'animal qui a été repêché. Et là, on estimera si l'animal, du coup, s'est déplacé. On verra aussi le nombre de jours qu'il a mis pour se retrouver là-bas. Oh papa, il y a un 3e poisson là. Amandine sollicite les pêcheurs plaisanciers et professionnels pour participer au programme de recherche. La pêche du mérou géant est réglementée en Guyane et interdite dans les eaux de la réserve. Aujourd'hui, pour la mission scientifique, ces passionnés de pêche peuvent exceptionnellement remonter quelques mérous. Il y a une belle population, on sent vraiment que l'espace est protégé et effectivement on en pêche facilement à grande quantité. Pour nous, la pêche avant tout, c'est le plaisir, c'est la passion, c'est le fait de capturer, d'être en combat avec le poisson plutôt que la consommation même de l'espèce. En Guyane, il y aurait beaucoup de mérous et qui seraient relativement protégés de par la couleur de l'eau. C'est-à-dire que des endroits en Floride, par exemple dans les Keys, où ils ont été décimés, c'est que les plongeurs allaient droit sur les mérous, ils tiraient dessus, ils ne bougeaient pas. En Guyane, on peut pas plonger sur eux pour les trouver comme ça. Vas-y, tire. Il faudrait vraiment les pêcher physiquement. Il faut lever la tête. 95. 95. En 3 heures, l'équipe va réussir à taguer une quinzaine de mérous. Un beau succès pour la mission d'Amandine. Alors la réserve du Connétable, c'est vrai que pour tous les spécialistes du milieu marin, c'est un sacré terrain de jeu. Tout reste à découvrir en fait. Il y a très peu de travaux réalisés sur le milieu marin ici en Guyane. Ça fait que 10 ans à peu près qu'on s'intéresse aux grandes espèces de la faune marine, comme le mérou ou les dauphins ou les baleines. Il reste tout à découvrir. Et là, c'est bon. Ok. Lors de ces sorties, l'équipe tombe souvent sur une autre espèce emblématique du littoral, le dauphin de Guyane. Il y en a 8. Hop, un jump. Waouh. Hop, ça ressort. T'arrives à les voir? Ouais, j'en ai eu là. Ils sont en train de se déplacer sur la droite. Ouais. Donc là, on a un groupe de dauphins de Guyane, ou communément appelé ici sautali.
qui est un petit dauphin côtier qu'on retrouve sur les côtes guyanaises, du sud du Brésil jusqu'au Honduras. Il fait à peu près 1,60 m pour à peine 100 kg. Malgré ses apparitions, les habitudes de ce mammifère marin restent encore mystérieuses. L'espèce intéresse les scientifiques depuis quelques années. Pour en savoir un peu plus, Amandine utilise une méthode de détection acoustique. Donc ça, c'est un enregistreur. Là, on va faire des écoutes, on fait un point d'écoute de ce qui se passe sous l'eau. Une fois ce micro plongé dans l'eau, la scientifique peut entendre à des centaines de mètres. Dans le grand brouhaha de la mer, le cétacé est immédiatement reconnaissable. Ces différents sons ont chacun une fonction bien précise. Le clic sert chez le dauphin à se repérer. C'est un clic d'écholocation qu'il utilise pour repérer ses proies et repérer une île, son environnement en fait, pour se situer, se localiser. Mais un autre son attire l'oreille de la scientifique. Alors on a peut-être mis en évidence un nouveau son qui n'est pas commun en fait chez les autres dauphins. C'est probablement un son qu'il a développé par rapport à l'environnement où il vit en Guyane. Un sixième sens que ce dauphin aurait développé pour se repérer dans ces eaux boueuses. Malgré cette nouvelle découverte, ce cétacé reste encore largement méconnu. La population locale, lambda, qui ne pratique pas la pêche, ne sait même pas qu'on a des dauphins, qui viennent pourtant à la côte et qui rentrent dans les estuaires. Et pourtant, quand on commence à s'y intéresser, on découvre plein de choses et une ressource assez incroyable. Dans les terres, à 100 km à l'ouest, se trouve le barrage de Petit-Saut. Cet édifice géant produit plus de 2/3 de l'électricité de la Guyane. En amont, son lac de retenue a englouti une vaste forêt. Seuls quelques sommets de collines sortent encore de l'eau. Au milieu des troncs d'arbres morts, naviguent Pierre Gutiérrez et Elison Correa de Souza. Ces guides en milieu amazonien remontent l'ancien cours du fleuve Sinamari. Il faut voir avec ce niveau d'eau si ça passe. Normalement, ça passe bien. Ok. Cela fait 15 ans que Pierre vit en Guyane. Ancien guide de montagne en métropole, il a découvert ici une biodiversité exceptionnelle. Elison est tombé amoureux de la faune guyanaise. Il a abandonné une formation dans le bâtiment pour devenir guide naturaliste. Ce paysage est devenu un lieu d'observation de prédilection pour ses passionnés. Alors, on a un environnement qui est très ouvert, avec un champ de vision très large, qui permet de faire toutes les observations qu'on peut y faire, d'oiseaux, de singes. Alors, il y a tout un écosystème très particulier qui se met en place de manière très transitoire, qui va fonctionner tant que les troncs morts sont là, avec pas mal d'insectes qui viennent, comme les termites par exemple, qui viennent décomposer tout ce bois mort. Du coup, on a un paysage d'un aspect un peu particulier, avec un peu comme une forêt pétrifiée, quoi. C'est toute cette forêt morte. Pierre est un habitué des lieux. En compagnie d'Elison, il recherche de nouvelles îles où les singes se seraient installés. Tiens là. Hop. Apparemment des hurleurs. Masse rousse. Ouais, c'est ça. Essaye de t'approcher pour voir. Ouais. Il y en a deux, on les voit bien. Nous.
Il y en a peut-être d'autres derrière. Ouais. Alors le singe hurleur, c'est assez particulier comme singe. C'est un singe qui monte à environ 80 cm sur pattes pour les plus gros spécimens. Et la particularité, c'est qu'il a un ostéoïde au niveau de la gorge qui va lui permettre d'émettre un son, un peu comme le vent dans la vallée chez vous en métropole, par exemple. Et c'est intéressant parce que c'est une toute petite île sur laquelle j'en avais jamais vu auparavant. Alors il y a plus de 1000 îles sur l'ensemble du lac. Et alors parfois les singes vont coloniser une île, s'installer, en quitter une autre, ou quitter la terre ferme pour chercher un endroit où il y a un espace libre, un territoire libre. Et ça montre un comportement un peu particulier. Et du coup ça veut dire qu'ils savent nager, quoi. Ils ne vont pas hésiter à se mettre à l'eau pour traverser et chercher un nouveau territoire, quoi. Malgré la montée des eaux et le bouleversement de l'habitat, Pierre et Ellison peuvent encore voir évoluer de nombreuses espèces. On aura assez de bois pour le feu, hein, Pierre? Avant la tombée de la nuit, les deux guides aménagent leur bivouac. L'avantage du hamac, c'est que voilà, on dort au-dessus du sol, on n'est pas au contact des insectes, ou le moins possible au contact des petites bêtes rampantes comme les serpents, les scorpions. Je vais quand même vérifier qu'il n'y ait pas de termites. Ça, il vaut mieux le faire régulièrement avant qu'ils s'installent. Hop, surtout sur les traverses là, qui peuvent être un peu plus facilement attaquées. J'adore ça, ouais. Je suis dans mon élément. Puis j'essaie de le faire partager le plus possible. La nuit, l'ambiance du lac prend une toute autre allure. Parce que le bruit très fort, là, c'est une grenouille arboricole. A priori, Ipsiboas boans, qui se trouve toujours au-dessus de l'eau, à proximité de l'eau. Après, on entend des petits sons plus flûtés, des grenouilles aussi, mais que je ne saurais pas identifier. Et puis des petits crissements, ça, ce sont plutôt des criquets, quoi. À la nuit, au début, on ne sait pas ce que c'est, on se pose plein de questions. Bon, après, on commence à s'habituer, à connaître les espèces, mais bon, ça reste quand même voilà, une ambiance magique, quoi, hein, de vie sauvage. C'est toujours quelque chose, c'est toujours une émotion. Hein. Dans l'obscurité, certaines espèces sorties de leur cachette peuvent surprendre. Merde. Voici une mygale plumipèce, un nom dû à ses poils soyeux et à la couleur de ses reflets. Alors je dirais que c'est une mygale. Ça se rapproche assez de la matoutou, mais quand on regarde au niveau du corps, ça change un peu, quoi. Contrairement à d'autres espèces de mygales, sa morsure n'est pas mortelle pour l'homme. Ces troncs d'arbres morts sont un refuge idéal pour ces araignées. Elles y trouvent les insectes pour se nourrir. On pourra tomber plus facilement sur des choses la nuit, parce que souvent aussi c'est à cause de l'homme. Hein, ils ont appris à être nocturnes au fur du temps, par rapport à l'homme. Ouais, il est là. Il est là.
C'est un beau celui-là. Un beau gris. Hein. Caïman gris, du coup. Ouais, il fait quelle taille celui-là? 1,20 m par là. 1,20 m. Il est pas mal. Un caïman qui est en position de chasse. Il était sur la berge pendant la journée. Il est venu se mettre dans l'eau pour se mettre à l'affût des petits poissons. Et lui, dès qu'il va percevoir la vibration d'un poisson qui passe à sa portée, il va mettre un coup de mâchoire pour saisir sa proie, quoi. C'est un caïman gris qui a entre 7 à 10 ans, je dirais, pour sa taille. Il faut savoir que les crocodiliens, c'est estimé à une durée de vie d'un être humain. L'être humain est estimé à 60-80 ans. Et bien sûr, il y a des centenaires chez l'homme, donc il pourrait y avoir des centenaires chez cette bête-là. Et il faut savoir qu'eux, par contre, ils n'arrêtent pas de grandir tant que sa vie s'agrandit.